Sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, la conférence interafricaine des marchés d'assurance organise ce 20 décembre 2022, ici même à Libreville, la commémoration des 30 ans d'existence de cette institution qui est née en 1972, notamment le 10 juillet à Yaoundé, et qui regroupe 14 pays africains qui ont signé ensemble le traité. Et pour en savoir un peu plus, nous avons décidé de venir à la rencontre de monsieur le secrétaire général de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, afin d'en savoir un peu plus, non seulement sur le parcours de cette institution qui date depuis 30 ans aujourd'hui et qui réussit à sortir du lot, contrairement aux autres institutions qui ont été créées à l'orée des indépendances, mais surtout pour savoir quel peut être le bilan et les perspectives. Monsieur le secrétaire général, bonjour et merci de recevoir l'Afrique Média dans vos locaux ici à Libreville. Merci, bonjour monsieur le journaliste. J'ai le plaisir de vous connaître déjà un tout petit peu. Vous êtes monsieur Bikoro. C'est un honneur de vous recevoir ici à la CIMA. C'est un honneur surtout pour nous d'en savoir un peu plus. Vous avez organisé une conférence de presse ce jour ici à Libreville pour annoncer les prémices de la commémoration de 30 ans d'existence de la conférence de la CIMA. La première question qu'on serait tenté de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que la CIMA. Bien, merci. C'est une opportunité qui me permet, n'est-ce pas, de dire effectivement que la conférence interafricaine des marchés d'assurance, comme son nom l'indique, est un rassemblement sous une forme qu'on appelle traité. Un rassemblement de 14 États de la zone CEMAC et de la zone UEMOA, entre les hauts responsables de ces États-là qui ont souhaité fédérer ensemble, mettre en commun des énergies pour encadrer, superviser, n'est-ce pas, contrôler le secteur des assurances. Ce secteur des assurances qu'ils ont jugé être porteur de capacités significatives qui pourraient accompagner le développement des États et qui pourrait, à tout le moins, tel qu'il se dit dans le cœur de métier, veiller aux intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, c'est-à-dire au paiement des sinistres. La conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, qui a 30 ans aujourd'hui, est née des prémices qui datent de beaucoup plus longtemps que ces 30 ans que nous évoquons. Elle date, n'est-ce pas, l'idée de fédérer les énergies date des années juste au lendemain des indépendances, peut-être un peu avant même, où la France et les pays de son giron avaient estimé qu'il était important, qu'il était capital, qu'un regard soit porté sur cette industrie qui a vocation et métier à collecter de l'argent, les primes d'assurance, et qui doit les répartir entre ceux qui ont des sinistres. Mais ce faisant, il était souhaitable, il était convenable que ce métier-là soit encadré. Comme vous le savez, quand on parle argent, il y a toujours à côté, n'est-ce pas, un besoin d'un regard de l'État, un regard qui doit veiller aux intérêts de ceux qui ne sont pas capables de suivre individuellement les contributions et les concours qu'ils ont versés auprès des compagnies d'assurance. Il y a quelques années, avant la naissance de la CIMA, une première organisation a été mise en place. Ça s'appelait la Conférence internationale des contrôles d'assurance, SICA, qui est née dans les années 60, les années 62, et qui avait à peu près la même mission que nous avons aujourd'hui. Sauf qu'elle comprenait, n'est-ce pas, en plus des 14 États dans nos deux zones de compétences, elle comprenait également Madagascar et la France. Les objectifs assignés, comme j'essayais de les évoquer tantôt, étaient de contribuer, n'est-ce pas, à l'assainissement de ces marchés,
au développement de ce marché-là et surtout, n'est-ce pas, à veiller à ce que les fonds rassemblés servent en premier lieu aux assurés. Mais chemin faisant, pendant une bonne vingtaine, une trentaine d'années, jusque dans les années 90, il a été constaté que les souhaits, les orientations prescrites par ces hautes instances ne parvenaient pas aux résultats escomptés. Il a été constaté que les capacités, les compétences qui devaient aider à ce que ces orientations-là se transforment, passent de instruction à réalité, ces capacités-là n'étaient pas toujours à même de produire le résultat. Et du coup, une nouvelle idée est née, celle-là de se dire, est-ce qu'il n'est pas bon qu'on repense la conférence, comme je disais, qui s'appelait à l'époque Conférence internationale des contrôles d'assurance. Est-ce qu'il n'est pas bon de repenser le système, de repenser l'organisation? Et l'idée est née donc de ce que il était peut-être souhaitable, après que les indépendances fussent passées, Tout à fait. qu'on pense à nationaliser un peu, à redimensionner les ambitions et à les mettre entre les mains, évidemment, des Africains eux-mêmes. D'où l'idée de la création de la CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Elle est née le 10 juillet 1992 à Yaoundé. Les missions, elles sont pratiquement les mêmes. Sauf que sa sphère d'action, aujourd'hui, qui comprenait la France, aujourd'hui, ne concerne que les États africains. Madagascar, qui était partie prenante au début de cette affaire-là, s'est retiré. Certains autres sont entrés, notamment la Guinée équatoriale Tout à fait. et la Guinée-Bissau. Il s'agit de faire en sorte que les marchés d'assurance soient assainis. Cet assainissement-là doit toucher aux compagnies d'assurance en premier. Cet assainissement-là doit toucher les mécanismes et les processus par lesquels la supervision et l'encadrement du métier se déploient. Il doit viser à titre premier que les assurés soient payés. S'il faut parler de bilan, ce bilan, je me permettrai de l'évoquer sur un certain nombre de directions. La première direction, monsieur le journaliste, monsieur Bikoro, ce bilan-là, je voudrais l'inscrire d'abord sur le plan purement visuel, n'est-ce pas? Quand on parle de quelqu'un, on le regarde d'abord physiquement à quoi il ressemble. La CIMA aujourd'hui, c'est le secrétariat général et les trois institutions, les trois organes spécialisés, les deux organes spécialisés. Vous êtes ici au siège de la CIMA, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. À Libreville. Nous en sommes fiers. À Libreville, il faut bien le préciser. Nous en sommes fiers. C'est le premier témoignage du résultat et du bilan que les très hautes instructions, les directives des gouvernements auxquels ils ont pu aboutir. C'est ce siège en termes matériels. Si vous allez à Yaoundé, vous allez découvrir aussi l'Institut international des assurances qui a, au même titre comme nous au niveau du secrétariat général, qui bénéficie d'un siège dont on est fier. Le siège de l'Institut international des assurances de Yaoundé. Et plus encore, nous avons à Lomé la Sicaré. Faites un tour à la Sicaré. Vous verrez concrètement à quoi ressemble aujourd'hui, matériellement, cette idée qui a contribué, n'est-ce pas, à fédérer les énergies pour encadrer
le secteur des assurances. En plus de cette idée, de cet aspect purement matériel et visible, nous avons l'essentiel. Le cœur de cette affaire, c'est quoi? C'est l'assainissement des marchés. L'assainissement des marchés a consisté en quoi? L'assainissement a consisté à faire en sorte que les compagnies d'assurance autorisées à exercer dans notre espace aient les capacités, se dotent de la solvabilité, leur permettant de payer les sinistres. Se dotent des moyens leur permettant de jouer le deuxième volet de l'activité d'assurance qui est le financement des économies. Nous en sommes fiers. Parti en 1992, n'est-ce pas, de une cinquantaine de compagnies d'assurance qui toutes plus ou moins étaient en situation difficile. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui à 172 sociétés et je peux vous rassurer que les 172 sociétés d'assurance qui font la CIMA aujourd'hui sont quasiment presque toutes solvables. Quand je dis solvabilité, dans notre langage assurantiel, ça veut dire qu'elles remplissent les 3 conditions qui sont celles que nous utilisons. La première, c'est la couverture des engagements réglementés. Oui. Pratiquement tout le marché remplit cette exigence. Les engagements réglementés, permettez-moi que j'ouvre une fenêtre un peu technique, je vais essayer de le dire de manière simple. Les engagements réglementés, c'est quoi? Une compagnie d'assurance qui offre un contrat d'assurance prend l'engagement de payer les éventuels sinistres qui en découleraient. Et cela se mesure. Aujourd'hui, toutes les compagnies d'assurance de la zone CIMA ont les moyens de payer les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de tous les contrats d'assurance qu'elles ont signés avec les assurés. Le deuxième volet sur lequel nous apprécions la situation du marché CIMA, et d'ailleurs c'est la même chose qui se fait partout, c'est la marge de solvabilité. La marge de solvabilité en des termes simples, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez montré patte blanche, indiquant que vous pouvez payer tous les engagements, payer tous les sinistres qui sont mis à votre charge du fait des accidents et autres, une fois que vous avez établi cette capacité-là, nous vous exigeons autre chose qu'on appelle la marge de solvabilité. Marge, comme cela s'entend, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de ce qui vous est exigé. Aujourd'hui, la quasi-totalité des compagnies d'assurance de notre zone, n'est-ce pas, couvre également cette exigence-là. C'est-à-dire avoir plus que le nécessaire pour payer leurs engagements réglementés. Mais il ne s'agit pas que d'avoir cette couverture et d'avoir cette capacité. Il faut surtout que vous payiez les sinistres. L'essentiel n'est pas de dire j'ai les moyens. L'essentiel n'est pas de dire j'ai une marge plus que suffisante. L'essentiel, c'est de dire je les paye effectivement. Et en cela, la cadence de règlement des sinistres aujourd'hui dans la zone CIMA, certes qu'elle est perfectible, mais elle est suffisante. Nous pensons que les compagnies d'assurance aujourd'hui, en termes de ratio, en termes de statistiques, règlent les sinistres qui sont dus à la charge. Le troisième élément, permettez-moi d'être un peu long sur cette question, c'est, n'est-ce pas, la perception que les assurés ont du secteur des assurances. Justement. C'est l'autre bilan qu'il faut faire. Est-ce que nous sommes confortables? Est-ce que nous sommes aises par rapport à ceux qui nous jugent, par rapport à ceux qui nous apprécient, par rapport à ceux qui nous font confiance? Les assurés
l'image que nous projetons ou bien la confiance que nous souhaitons avoir d'eux, évidemment, elle n'est pas toujours au rendez-vous de ce que nous aurions souhaité. Je crois que l'essentiel des efforts de la conférence interafricaine des marchés d'assurance en tant que régulateur est, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'il y ait une directe adéquation entre l'image, entre les services, entre ce que nous devons faire et ce que les gens pensent que les assurés pensent que nous faisons. Nous y sommes, nous allons mettre encore davantage l'accent là-dessus pour qu'il y ait cette adéquation-là entre ce que le marché des assurances fait et ce que les assurés pensent que nous faisons. Monsieur le secrétaire général, on a l'impression tout a été comme sur le meilleur des mondes possibles. Ce tableau tout à fait idyllique recèle quand même dans votre parcours de ces 30 dernières années quelques-uns d'hommes et d'obstacles. On peut citer ici la malhonnêteté des courtiers, la difficulté d'assises même, et les barrières difficiles, toi, réglementaires, entre les États qui sont réglementés par les réflexes identitaires d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il y a eu quelques problématiques qu'il faille aujourd'hui quand même reconnaître qu'elles ont été difficiles à régler? Et naturellement, et je vous remercie pour cette question. Je voudrais vous redire que la conférence interafricaine des marchés d'assurance a, comme toutes les organisations, rencontré de sérieuses difficultés dans sa mise en place, dans son développement, et surtout dans l'accomplissement de sa mission, les attentes qui étaient les siennes. Mais je voudrais commencer aussi par vous dire que nous avons bénéficié d'un vent particulièrement porteur. Parce que, imaginez-vous, quand on vous dit qu'on a mis ensemble 14 États pour fonctionner ensemble, vous vous dites bien que ça n'a pas été une œuvre facile. Sauf que nous avons bénéficié, n'est-ce pas, d'un concours de beaucoup d'éléments qui ont facilité les choses. Ces éléments-là, ils sont partagés dans les 14 États. C'est d'abord la langue. Lorsque vous parlez la même langue, évidemment, vous pouvez échanger, vous pouvez vous dire beaucoup de choses et gérer de nombreuses situations de conflit ou d'antagonisme. Tout à fait. D'abord la langue. Nous avons bénéficié aussi d'autres choses. C'est notre concours à tous dans la zone franc. Comme vous le savez, l'UEMOA et la CEMAC sont tous les deux, ces deux zones et ces 14 pays jusqu'ici, partie prenante à la zone franc. La zone franc, c'est quoi? Pour ne pas compliquer, disons que c'est l'espace économique qui a pour usage le franc CFA. Les questions de monnaie sont importantes, elles sont déterminantes quand on veut mettre en place une organisation comme la nôtre. Et cet espace zone franc où nous utilisons tous ensemble dans la même parité le franc CFA nous a davantage servi à faciliter la mise en place de la CIMA. Je ne vais pas aller plus en avant que ça pour vous confirmer que nous avons eu beaucoup de facilité. Mais évidemment, les difficultés n'ont pas été les moindres non plus. Notamment, il y a la base. Je vais le dire comme ça, la nature sociologique de nos peuples. Vous le savez, ici en Afrique,
l'assurance n'est pas la chose... La mieux partagée de toutes les façons. N'est pas la mieux partagée. Même la perception que l'opinion a des assureurs qui ne payent pas toujours à temps quand ils ont l'opportunité de payer, mais qui ne payent pas du tout. Je ne sais pas comment vous allez faire, monsieur le secrétaire général, pour qu'à l'issue de 30 ans d'existence de la CIMA, que l'on puisse dégager cette mauvaise impression qui naît de ces mauvais assureurs, entre guillemets, qui n'arrivent pas à changer la donne de cette perception de l'opinion vis-à-vis de vos partenaires que sont les compagnies d'assurance. Oui, et vous avez raison de dire ça comme ça. Effectivement, le métier des assurances n'est pas toujours très bien perçu des assurés. Pourquoi? Simplement que pour les assurés, l'essentiel est quoi? C'est qu'ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir alors qu'ils ont un sinistre. Sauf qu'aujourd'hui, ceux que vous appelez les mauvais assureurs, en réalité, sont ceux qui n'ont pas été en mesure, n'est-ce pas, de faire ce qui est attendu. Payer. Je vais peut-être vous surprendre un tout petit peu en vous disant que la question du paiement des sinistres passe par un certain nombre de conditionnalités, d'exigences, dont la responsabilité n'est pas que celle des assureurs. Autant de choses qui concourent à faire en sorte que le métier ne soit pas en mesure, toujours en temps et en quantum, de payer ce qui doit être payé. Pour vous faciliter, pour vous donner un exemple. Lorsque vous avez un sinistre automobile, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, vous souhaitez qu'on vous paye le dommage que vous avez subi. Sauf que le dommage que vous avez subi, il n'est pas évalué de la même manière par vous et par votre assureur. Vous avez votre pare-choc qui a été endommagé. Oui. Il peut être réparé. Mais au lieu du pare-choc, avant qui a été endommagé, quand vous allez chez le garagiste, vous souhaitez que non seulement on le remplace, mais qu'on remplace aussi le pare-choc arrière, le rétroviseur, l'échappement et tout. Et vous apportez, n'est-ce pas, une facture pro forma demandant que, or, les assureurs, véritablement, c'est des experts, c'est des gens qui ont de l'outillage, des capacités de pour ne payer que ce qu'ils doivent payer. Du coup, c'est l'un des premiers, nous réclamons souvent plus que ce qui doit être payé. Le deuxième élément qu'il faut dire aussi, c'est que très souvent, nous souhaitons qu'on nous paye vite. Mais les éléments, cela est normal. C'est normal. Mais pour payer vite, il faut au moins deux choses. Il faut déjà que vous ayez le droit à paiement. Ce droit à paiement-là, il ne relève pas nécessairement des assureurs. Très souvent, c'est les officiers de police qui sont en charge des constats, qui doivent établir les responsabilités. Et pour le faire, ça peut prendre du temps. Du coup, entre le moment où l'officier doit faire son constat, entre le moment où l'expert doit venir évaluer le niveau et le montant du sinistre, entre le moment où vous allez engager la contestation pour rejeter les responsabilités, le montant des sinistres, etc., vous convenez avec moi qu'au final, on se trouve à perdre beaucoup de temps. Bref, le règlement des sinistres qui doivent être faits en quantum et en temps se heurte à des difficultés qui ne relèvent pas toujours des assureurs. Mais je ne vais pas faire l'avocat, je ne vais pas jouer l'avocat des assureurs.
Nous, en ce qui nous concerne, le régulateur, nous sommes là pour effectivement protéger, veiller au respect des droits des assurés et des bénéficiaires de contrats. L'ensemble de la batterie réglementaire et législative que nous avons mise en place et qui est actualisée au jour le jour concourt effectivement à lever toutes ces insuffisances, tous ces obstacles-là, qui doivent faire en sorte que le sinistre soit réglé rapidement et à montant suffisant. Ce seul levier-là, nous pensons, est déterminant et sera peut-être suffisant pour que l'image des assureurs dans le public soit revue à meilleur service pour les assureurs. Si jamais les règlements des sinistres sont accélérés, s'ils sont payés en quantum suffisant, nous pensons que l'image pas très réluisante des assureurs pourra être inversée. Monsieur le secrétaire général, la CIMA, comme d'ailleurs toutes les institutions qui ont été créées dans notre coopération avec la communauté internationale, semble quand même sortir du lot. Vous savez que vous avez dit tout à l'heure que votre principal atout, c'est la monnaie. Le franc CFA pour ne pas le nommer. Vous savez très bien qu'il n'y a aucune intégration entre le franc CFA de l'Afrique centrale et le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez la difficulté qu'il y a entre les 14 pays qui sont concernés par cette histoire, même d'intégration. Mais expliquez-nous un peu, comment est-ce que vous avez pu faire cette mue et cette mutation nécessaire pour qu'on ait cette exemplarité d'intégration sous-régionale qu'est devenue la conférence interministérielle des marchés d'assurance aujourd'hui, alors même qu'on n'a pas eu besoin que l'on force les uns les autres. Est-ce que vous pouvez partager cette expérience avec nos téléspectateurs? Comment est-ce que vous avez pu réussir cela? Merci beaucoup pour l'observation que vous relevez à très juste titre. Il faut bien le dire, effectivement, la conférence interafricaine des marchés d'assurance est un exemple particulier, spécial, des réussites d'une organisation qui partage entre 14 pays les mêmes visions, les mêmes missions, les mêmes objectifs. On se serait effectivement attendu à ce qu'on rencontre beaucoup plus de difficultés que de possibilités d'avancer ensemble. Je dois dire tout net que la CIMA avance et produit les résultats escomptés par le fait premier de la volonté déterminée des gouvernements qui ont mis en place cette institution. Pour faire fonctionner la CIMA, évidemment, il y a eu un traité qui a mis en place le dispositif de partage, le dispositif d'accompagnement, le dispositif de soutien, le dispositif de financement. Autant de questions qui, les unes des autres, sont toujours à l'origine des dissensions et de soucis. Au niveau de la CIMA, les choses ont été faites de manière à ce que tout est partagé, tout est mis ensemble et les décisions sont collégiales. Je voudrais vous faire partager, monsieur le journaliste, que l'édifice CIMA est piloté au-dessus par l'organe de décision qui est le Conseil des ministres. Le ministre chargé des assurances. Ce Conseil des ministres se réunit au moins 2 fois par an. Et ce Conseil des ministres a la responsabilité, la sagesse toujours, l'expérience et le souci de faire en sorte que tous les aspects de problématiques, les aspects de contentieux qui peuvent miner
l'organisation soit levée le plus rapidement possible. Et cela a toujours été ainsi. Je ne sais pas si les autres organisations ne bénéficient pas d'un tel concours de bienveillance, mais en ce qui concerne la CIMA, c'est bien le cas. Jusqu'aujourd'hui et depuis l'aube de la mise en place de cette instance, nous n'avons pas, sauf si je ne m'en rappelle pas spécialement, nous n'avons pas connu une question de nature à mettre en cause le fonctionnement de l'institution ou à remettre en cause les objectifs, les missions partagées qui sont conduites sous la houlette du secrétariat général et des institutions spécialisées que sont l'IIA, l'Institut international de l'assurance, et la SICARE. Je m'en réjouis avec beaucoup de bonheur, hein. Mais aujourd'hui, je crois que les gouvernements qui ont créé la CIMA pourraient se satisfaire de ce que cette institution-là navigue plutôt de manière très positive, constructive et apporte ce qui était attendu d'elle. Bon, certains pourraient peut-être se poser la question de savoir quelle est l'implication de l'État gabonais dans cette chance, de cette maturation de votre magistère de ces 30 dernières années. Merci. Le Gabon a joué un rôle important, historique, majeur et déterminant dans la mise en place de la CIMA, dans son encadrement. Les autres États également. Mais il faut relever que nous sommes dans les années 74. Tout à fait. Et ce qui tenait lieu de CIMA, ça s'appelait la SICA, est domicilié en France, à Paris, boulevard Haussmann. Sauf que cette organisation-là, qui a vocation à encadrer l'activité d'assurance en Afrique, n'est-ce pas, et qui est domiciliée à Paris, cette situation-là ne rencontrait pas, n'est-ce pas, un assentiment partagé. C'est évident, dans cette atmosphère que nous vivons aujourd'hui, c'est pas évident. C'est comme ça donc le chef de l'État gabonais de l'époque, le président Albert Bernard Bongo, tout à fait, écrit à la République française une lettre que nous avons encore ici et demande à ce que le siège de l'organe communautaire de soit interafricaine, notamment au Gabon, soit transféré à Libreville, ce qui est fait. J'imagine qu'il y a beaucoup d'implications, comme vous ne voulez plus construire votre siège vous-même, chercher du terrain et tout ça là. Naturellement, ça va de pair avec cette volonté de rapatrier le siège ici. Il a donc été question, à la suite de cette demande, que la République du Gabon prenne sur elle de faire ce qui devait être fait. Tout à fait, pour l'accord de siège. Quelques années plus tard, donc, le siège de la CIMA est transféré à Libreville et le chef de l'État actuel, son Excellence, le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, a décidé de gratifier la CIMA de cet espace sur lequel nous avons bâti notre siège. Nous sommes, tel que vous le voyez, dans une position des plus enviés. Et privilégiés d'ailleurs. Privilégiés. Cela fait, ça ressort de cette dynamique, n'est-ce pas, que l'État gabonais ces très hautes instances a décidé d'accompagner la conférence interafricaine des marchés d'assurance.
Monsieur Blaise Abel Ezo Ngolo, vous êtes le secrétaire général de la CIMA. Le 20 décembre, vous avez commémoré, comme on le disait tout à l'heure, le 30e anniversaire de l'existence de votre institution. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer en perspective. Merci. Je crois que Dès le 20 décembre, que deviendra la CIMA? Quelle sera la CIMA sous l'égide du secrétaire général de la CIMA du moment? Mettons que la décision de commémorer le 30e anniversaire relève d'un certain nombre de paramètres, n'est-ce pas? Oui. 30e anniversaire veut dire que nous avons 30 ans D'existence. Je voulais dire humainement, sous un prisme de lecture à calendrier humain, c'est l'âge adulte. Et même en tant qu'institution, c'est quand même le moment où on peut faire un bilan. Le 30e anniversaire qui sera commémoré nous permettra de faire le bilan de l'évolution de l'institution. Tout à fait. Pour, n'est-ce pas, nous projeter sur ce qui pourrait être l'avenir de la CIMA. À date, je voudrais vous dire que cette orientation-là est partagée par toutes les instances. Cette orientation-là nous est instruite pour que nous fassions ce fameux bilan. Le bilan de la CIMA, je l'ai évoqué tantôt. Il s'agira de voir si on a rempli nos missions, si on a atteint les objectifs qui sont les nôtres. À défaut, de voir pourquoi nous n'avons pas pu les atteindre et comment faire pour mieux, travailler dans le sens de l'atteinte de ces objectifs-là. La cérémonie de commémoration devrait également nous permettre, n'est-ce pas, de combler un déficit important qui est celui de la visibilité de notre institution. Alors, il semble être communément partagé et nous le percevons bien, le fait que la CIMA n'est pas suffisamment connue. Voyez-vous, monsieur le journaliste, la CIMA, c'est 14 États. C'est une grande institution, c'est une grosse institution. Mais nous ne recevons pas, ou alors nous ne nous positionnons pas à cette dimension dans la sphère des institutions de régulation financière, les autres institutions de régulation financière. Et cela nous entraîne des conséquences fortes. Oui, c'est préjudiciable. Très préjudiciables. Plus dans les incompréhensions et autres. Absolument. Nous avons reçu donc ces orientations-là du Conseil des ministres de revoir la communication de la CIMA. Tout à fait. De la repositionner dans le concert des institutions de supervision et tout cela au bénéfice de la meilleure exécution de nos missions et au service des assurés et bénéficiaires de contrats. Bon, pour terminer, monsieur le secrétaire général, si vous aviez un appel à lancer, notamment à l'endroit de vos partenaires, qui sont les compagnies d'assurance, les fédérations, les courtiers, certainement les sinistrés, mais surtout les institutions et les États qui attendent beaucoup de cette masse financière dont on dit qu'elle ne sert pas à grand-chose entre les mains des individus. Quels seraient ces messages, comme si nous étions le 20 décembre 2022? Merci, le message, il est opportun de le dire. Les attentes qui constitueront notre message, elles sont effectivement d'abord en direction des assurés et bénéficiaires de contrats. Elles sont en direction des assureurs, des professionnels du métier. Et elles sont en direction, n'est-ce pas, des États qui attendent, comme vous venez de le dire,
un concours plus marqué Tout à fait. des assureurs dans le financement des économies et dans l'utilisation de cet argent collecté par les compagnies d'assurance. D'abord, en ce qui concerne les assurés, je voudrais dire simplement que l'assurance, c'est une industrie dont la vocation est de leur apporter, n'est-ce pas, la couverture, le complément, les éléments, la contribution leur permettant d'être plus à l'aise dans l'ensemble de leurs activités, que ce soit les activités économiques, que ce soit la santé et autres. Cette industrie des assurances-là a vocation à les accompagner. Sauf que, évidemment, cet accompagnement-là n'est peut-être pas perçu par eux tel que cela devrait être. Je voudrais partager avec eux l'idée de se positionner, n'est-ce pas, comme ceux-là qui doivent en bénéficier et d'apporter eux aussi à leur tour les conditionnalités qui doivent leur permettre d'en bénéficier. Signer des contrats d'assurance, oui. Payer ce qui est dû, oui. Apporter les informations et les éléments qui permettront que ces contrats-là soient exécutés en bonne et heureuse fin, oui également. Je voudrais peut-être dire un mot maintenant aux assureurs. Pour ce qui est des assureurs intermédiaires et compagnies d'assurance, il s'agit pour elles de faire ce qui est attendu, payer les sinistres. Pour l'essentiel, c'est bien ça. Payer les sinistres à temps et en quantum. Payer les sinistres à temps et en quantum signifie apporter les meilleures contributions, les meilleurs outils, les meilleurs process qui permettent de lever les insuffisances, les écueils, les retards qui aujourd'hui font en sorte que le service assurantiel ne soit pas bien perçu. Il leur revient d'y veiller particulièrement et spécialement. Lorsque vous ne payez pas les sinistres, ou lorsque vous les payez en retard, ou lorsque vous les payez en quantum insuffisant, lorsque vous négociez au rabais les paiements que vous devez aux assurés, évidemment, vous n'êtes pas dans les attentes qui sont les vôtres. Et évidemment, vous allez créer le vent négatif, le vent destructeur, le vent qui aujourd'hui fait en sorte que les assureurs soient mal perçus. Ce vent qui met la pression aux régulateurs pour davantage ouvrir, ouvrir les yeux, prendre les mesures les plus pertinentes, contraignantes, pour que le métier fasse son travail. Le troisième volet des choses, vous m'avez dit le message, en direction de l'utilisation de ces ressources collectées par les assureurs. Je voudrais vous dire que, effectivement, les assureurs collectent beaucoup d'argent. Mais entre le moment où ils le collectent et le moment où ils payent les sinistres, il y a toujours un temps qui s'écoule. Entre le moment où ils collectent et où ils payent, ils doivent faire fructifier cet argent. Entre le moment où ils collectent et ils payent, ils doivent pouvoir financer l'économie. Et sous cet angle-là, sous ce point de vue, les assureurs sont appelés des investisseurs institutionnels.
il leur revient de mettre cet argent à la disposition de ceux qui en ont besoin, au lieu de le thésauriser, au lieu de le cantonner. Les outils et les instruments pour cela existent. À titre premier, les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est l'espace où ceux qui ont de l'argent l'apportent pour que ceux qui en ont besoin le prennent à certaines conditions pour l'utiliser au financement des économies. Aujourd'hui, malgré la réglementation forte, contraignante, qui est mise en place dans le cadre du code CIMA, nous avons encore et encore des insuffisances fortes sur ce volet financement des économies, sur ce volet de l'emploi et de l'affectation des ressources collectées par les assureurs. Mais je voudrais vous dire que cette problématique est ces derniers temps sous un regard très attentif des hautes instances de décision. Le traité CIMA, déjà en son temps, instruisait, nous demandait de faire en sorte que les fonds mobilisés par les assureurs soient injectés, permettent à approfondir les marchés financiers. Nous y sommes. Je voudrais vous faire partager que les résultats ne sont peut-être pas les plus visibles à date, parce que quand vous allez, par exemple, à la bourse de la BVMAC d'Afrique centrale, vous trouverez très peu d'assureurs opérationnels, ni en actif ni en passif. Mais à date, nous avons les premiers exemples qui ont contribué déjà, qui ont commencé déjà à se mettre en liaison avec les marchés financiers. Je vais citer la SCGR, une opération qui vient d'être bouclée et sur laquelle nous espérons et sommes certains qu'elle va ouvrir la voie à plusieurs autres. Pour dire simple, la manne constituée par les primes collectées doit effectivement servir non seulement à payer les sinistres, mais à financer les économies. Cette manne-là doit servir à travers les instruments qui existent aujourd'hui, notamment les marchés financiers. Aujourd'hui, nous avions, quand vous regardez les ratios de placement des compagnies d'assurance, la plupart c'est de l'immobilier ou des DAT. Les valeurs mobilières ne représentaient pas grand-chose, pourtant elles sont au centre du dispositif de financement de l'économie. Donc en gros, voilà un peu la logique qui doit présider à l'encadrement de ces ressources-là au niveau du régulateur que nous sommes. C'est d'ailleurs la même logique qui a déterminé le 10 juillet 1992 à Yaoundé l'ensemble des représentants des 14 pays africains, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Il ne serait pas de bon ton que malgré tous ces efforts qui ont été faits par le top management de la CIMA, que les errements managériaux que l'on constate dans les dysfonctionnements entre le CFA de l'Afrique de l'Ouest et le CFA d'Afrique centrale ne trouvent pas bon ton de citer un exemple et peut-être à ma référence ce que la CIMA a pu faire dans l'intégration non seulement des peuples mais des économies. Il n'en demeure pas moins vrai que comme toute œuvre humaine, il faut l'encourager, il faut avancer avec elle. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de remercier son Excellence Ali Bongo Ndimba qui, en dehors de la CIMA, a pu faire des efforts pour que l'ensemble des institutions de la sous-région restent debout. Nous soucierons que les questions supposées de sécurité et
de marché transfrontalier entre les peuples puisse se arranger pour qu'enfin ce rêve de M. Blaise Abel Ngolo puisse être réalisé. Monsieur le secrétaire général de la CIMA, merci de nous avoir reçus dans votre bureau, qui somme toute est un bureau costaud, mais c'est un beau bureau qui est au bord de mer. Nous sommes à Libreville. Nous espérons que le 22 décembre, nous serons tous ensemble pour faire avancer ce grand marché financier qui devrait profiter aux économies de la sous-région, notamment des 14 pays de la zone CEMAC. Et à vous, téléspectateurs d'Afrique Média, merci de nous avoir écoutés. Merci à la collaboration tout à fait remarquable de l'Agence de communication internationale GCS. Merci à toutes les techniques qui ont été mises en place, notamment ceux d'Afrique Média, N'Djamena, Tchad, Bruxelles et Yaoundé, pour qu'on réalise cette émission. À bientôt, si peut à Dieu, restez scotchés sur les programmes d'Afrique Média, la télévision des peuples africains.